Bonjour chers amis, c'est avec un grand plaisir que je me rejoins à vous pour cette première session de ce congrès prend de plus en plus de l'importance. Et je remercie par l'occasion professeur Barkali de m'avoir associé à ce beau panel et à ce sujet qui intéresse beaucoup de disciplines médicales, qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle basée sur l'apprentissage profond, l'intelligence artificielle basée sur l'apprentissage profond ou deep learning a connu une évolution spectaculaire au cours des 5 dernières années. On est en train de vivre la 4e révolution de l'histoire de l'humanité après la révolution des moteurs à vapeur, de l'électricité, de l'informatique, vient la révolution de l'intelligence artificielle. L'apprentissage profond est largement utilisé pour la reconnaissance d'images, la reconnaissance vocale, le traitement automatique de langage naturel. Les applications et les potentialités de l'intelligence artificielle sont très prometteuses dans le domaine médical, aussi bien en radiologie, en dermatologie, en cardiologie, toutes les disciplines et l'ophtalmologie, bien sûr. En ophtalmologie, l'intelligence artificielle est déjà appliquée pour analyser les photos de fond d'œil, l'OCT du segment antérieur et du segment postérieur, le champ visuel, la topographie cornéenne, la biométrie, etc. Et les applications sont multiples avec des performances robustes en matière de détection qui permettent déjà des applications qui sont déjà utilisées dans plusieurs pays, en particulier pour la rétinopathie diabétique et le glaucome. L'intelligence artificielle va certainement révolutionner notre pratique de l'ophtalmologie actuelle. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence, c'est l'ensemble des processus retrouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent de comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. L'intelligence artificielle, qui a été définie par John McCarthy de MIT, c'est l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Alors, l'intelligence artificielle est souvent classée dans le groupe des sciences cognitives. Il fait appel à la neurobiologie computationnelle, à la logique mathématique, à l'informatique. Il recherche des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique et algorithmique. Et par extension, il désigne dans le langage courant les dispositifs imitant en remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. Alors, on doit situer cette intelligence artificielle. L'expérience d'un chirurgien qui a 30 ans d'expérience est toujours supérieure à celle d'un chirurgien qui débute. Et c'est là on parle de l'intelligence individuelle. Le fait de se retrouver ici dans ce congrès avec l'ensemble des participants, avec leur présentation et chacun apportant sa propre expérience, sa propre recherche, fait de nous un groupe qui va donc développer une intelligence collective. Quand on prend l'ensemble des expériences, des data qu'on peut retrouver partout dans le monde et qu'on les met dans une machine et on essaie de dégager des conclusions à partir de ces machines, on parle de l'intelligence artificielle. Les algorithmes d'apprentissage automatique sont multiples. L'apprentissage automatique est un champ d'étude de l'intelligence artificielle qui va se fonder sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir de données, c'est-à-dire d'améliorer leur performance à résoudre des tâches sans être explicitement programmés pour chacune d'elles. Historiquement, en 1936, Alan Turing avait écrit un article où il parlait de la machine universelle, qui est la base des ordinateurs actuels. En 1943, Warren Ulla a décrit le fonctionnement des neurones par des circuits électriques. Et en 1950, Alan Turing a publié son article sur l'intelligence et l'ordinateur. Et vient alors en 1997 où IBM a développé un programme, le Deep Blue, qui a pu vaincre Kasparov au jeu d'échecs. Et en 2016, un programme qui est capable de lire sur les lèvres avec une grande précision a été développé et il a été déjà appliqué dans différents domaines. Alors, dans l'apprentissage automatique, il y a deux approches. Il y a l'approche supervisée, c'est-à-dire qu'on connaît le résultat final qu'on souhaite apprendre à notre machine. C'est-à-dire qu'on va lui dire qu'à partir d'une excavation de 7/10, on va considérer qu'il y a un glaucome. Là, l'algorithme est guidé par l'intervention humaine. Il y a des apprentissages automatiques qui ne sont pas supervisés, on va prendre des données brutes, les diviser, les classer en des classes qui vont correspondre ou non à des réalités cliniques
connus et on va les introduire dans un ordinateur qui va les travailler, les utiliser pour nous donner de nouvelles données qui ne sont pas connues jusqu'à présent et qu'on peut utiliser donc dans la pratique quotidienne de notre métier. Alors, les classificateurs statistiques sont multiples. Les champs de statistiques ont été utilisés bien avant l'intelligence artificielle. Ils jouent un rôle très important dans le développement de l'intelligence artificielle. Et on a plusieurs. Et c'est des domaines qui connaissent chaque jour de nouvelles logarithmes et de nouvelles logiciels. Il y a également, à côté donc, de ceci, les réseaux de neurones artificiels. C'est, c'est, c'est des réseaux qui sont inspirés du fonctionnement des neurones biologiques et qui, par la suite, s'est rapproché des méthodes statistiques. Et ces réseaux de neurones sont généralement optimisés par des méthodes d'apprentissage de type probabiliste, en particulier se basant sur le théorème de Bayes. Ils sont placés d'une part dans la famille des applications statistiques qui l'enrichissent avec un ensemble de paradigmes permettant de créer des classifications rapides, et d'autre part dans la famille des méthodes de l'intelligence artificielle auxquelles ils fournissent un mécanisme perceptif indépendant du concepteur et des informations d'entrée au raisonnement logique formel. Alors, qu'en est-il des applications de l'intelligence artificielle en ophtalmologie? Le chef de file est la rétinopathie diabétique. On sait qu'en 2040, il y aura à peu près 600 millions de personnes qui seront diabétiques, dont un tiers auront une rétinopathie diabétique. Et le dépistage précoce de la rétinopathie diabétique, couplé à une prise en charge correcte, permet de prévenir la cécité occasionnée par le diabète. Actuellement, on vit déjà au Maroc une véritable épidémie de rétinopathie diabétique et de cécité occasionnée par le diabète chez des personnes qui sont encore en activité vers l'âge de 50 ans, 45, 50 ans. Et c'est vraiment dramatique d'arriver à des situations comme ça. Et pour dépister cette rétinopathie diabétique, on doit faire un fond d'œil par une ophtalmoscopie directe, un examen à la lampe à fente, une photographie du fond d'œil, etc. Bref, une approche qui va se heurter essentiellement à des défis en rapport avec la disponibilité des ressources humaines capables de détecter la rétinopathie diabétique et de référer les patients nécessitant une prise en charge précocement vers les centres adéquats. Alors, cette rétinopathie diabétique nous interpelle tous les jours. Voici une observation que j'ai vue la semaine dernière. C'est un patient de 54 ans qui est célibataire, qui a des antécédents familiaux de diabète, qui a été amputé en 2014. Et c'était l'occasion de découvrir un diabète méconnu, qui n'a jamais fait de fond d'œil de 2014 à 2020 et qui arrive à la consultation au stade de baisse de l'acuité visuelle très importante avec un décollement de rétine bilatéral et une rétinopathie diabétique proliférante sévère. Et les rétinologues ne vont pas me contredire pour dire que malgré une opération de 3 à 4 heures, même plus, ces patients-là ne retrouvent jamais une vision qui est tout à fait satisfaisante. C'est pour vous dire que, pour revenir à ce patient-là, si on avait la possibilité de déjà de dépister son diabète précocement avant d'arriver au stade de l'amputation, si on avait au moins dépisté sa rétinopathie diabétique en 2014, au moment où il a fait son amputation, on aurait pu lui éviter la cécité et lui éviter donc de terminer en situation d'handicap visuel. Alors, la rétinopathie diabétique est un des domaines qui a été révolutionné par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est un examen, c'est un dépistage se base sur l'examen du fond d'œil qui est une image qu'on va analyser et l'intelligence artificielle a été d'un grand apport. Regardez l'ensemble des publications qui ont été faites en moins de 2 ans. C'est pour vous dire l'engouement que des chercheurs pour développer des algorithmes capables de détecter une rétinopathie diabétique. On ne va pas pouvoir les citer tous, mais on va essayer de citer les plus importants. Vous avez déjà Abramov aux États-Unis qui a développé en 2016 un algorithme qui a une capacité donc comparable à celle d'un ophtalmologue euh, d'un ophtalmologue confirmé, avec une sensitivité à 96%, voire 97%, une spécificité à 87%. Sur les 874 examens qui a été analysés par ce logiciel, il n'y a eu que 6 faux négatifs et aucun cas de rétinopathie diabétique non proliférante sévère ou de rétinopathie diabétique proliférante de l'œdème maculaire n'a été non détecté. C'est pour vous dire l'intérêt de cet examen. Il y a eu quand même 6 faux négatifs, c'est-à-dire des patients qui ont été envoyés alors qu'ils n'avaient pas
donc, de rétinopathie diabétique. Alors, Gargi, en 2017, a également fait la même chose. Il a développé son propre algorithme se basant sur 75 000 images de fond d'œil et qu'il a utilisé pour dépister et tester donc l'intelligence artificielle pour différencier un œil normal d'un œil avec rétinopathie diabétique. Et il a retrouvé une sensitivité à 94%, une spécificité à 98%. Abramoff est revenu en 2018 et il a fait une étude pivot pour le compte de la FDA pour pouvoir comparer son algorithme à des centres d'études d'images de fond d'œil, le Wisconsin, étude qu'on connaît, l'étude de Wisconsin sur la rétinopathie diabétique, sur le groupe d'études sur l'œdème maculaire et sur le TDRS. Et il a démontré que son système était supérieur sur le plan de la sensitivité et de la spécificité à ces différents centres. Et se basant sur ça, la FDA a autorisé pour la première fois un système de diagnostic basé sur l'intelligence artificielle pour détecter une rétinopathie diabétique et un œdème maculaire au niveau des unités de soins primaires avec comme objectif d'aider à la prévention de la cécité occasionnée par le diabète. À côté du diabète, vous avez le glaucome. Et là, l'intelligence artificielle peut être appliquée dans le domaine du champ visuel, dans le domaine de l'étude de la structure du nerf optique, dans la corrélation fonctionnelle et structurelle et dans l'analyse de l'angle iridocornéen. Et dans le cadre du champ visuel, l'intelligence artificielle peut actuellement détecter un champ visuel anormal et peut surtout déterminer s'il y a ou non une progression. Vous avez Ligne qui a pu développer en 2003 grâce à un système de réseau de neurones artificiels, un programme capable de détecter une progression chez des patients connus glaucomateux lors de l'étude AGIS avec un taux de sensibilité et de spécificité avoisinant les 92%. Et par la suite, on a pu utiliser d'autres algorithmes se basant sur le théorème de Bayes pour détecter une progression et ce dans différentes études avec une performance supérieure à celle obtenue lors des études AGIS et EMGT qui étaient supérieures à l'être humain dans ce domaine donné. Alors, USFI a développé également un algorithme qui permet de détecter sur la progression sur des champs visuels itératifs en se basant sur une machine et il a pu dire de façon rétrospective chez 50% des participants, il a pu déterminer détecter la progression alors qu'à 10 ans, aucun des participants n'a été étiqueté comme patient qui est en train de progresser. C'est pour vous dire que ça permettait donc d'agir au moins 4 ans avant avant que le glaucome ou la progression du glaucome ne soit détectée par des moyens habituels. L'intelligence artificielle a été également utilisée pour développer de nouveaux critères donc d'évolutivité. Et là, MindGain en 2020 a publié sa classification donc du champ visuel central se basant sur l'intelligence artificielle. En introduisant les champs visuels centraux d'un grand nombre de patients, il a pu déterminer 17 formes d'atteinte du champ visuel précoce dans le glaucome et ces 17 formes sont actuellement utilisées pour le suivi sur plusieurs champs visuels centraux et qui permettent de prédire l'évolution vers l'atteinte compimétrique. Voici les différents types de champs visuels centraux qui ont été identifiés par ce logiciel et qui permettent donc de faire une corrélation entre l'évolution et la gravité de l'atteinte. Et vous avez la corrélation entre la forme d'atteinte initiale et le risque du baisse de l'acuité visuelle donc ultérieure pour les formes 3 et 5 et 6 a été bien établi et ceci a une implication clinique directe parce qu'on va traiter de façon beaucoup plus agressive les patients qui ont ces formes de champ visuel. Alors, concernant la structure, dans le glaucome, on sait que la difficulté, c'est que les champs visuels, les photos de fond d'œil comportent plusieurs millions de pixels qui doivent être introduits dans les machines, donc ça complique les choses. Et Ting a pu surmonter cette difficulté en introduisant plus de 500 000 photos de fond d'œil, dont plus de 125 000 pour la détection d'un glaucome. Et il a utilisé plusieurs paramètres, le rapport cap sur disque, l'amincissement focal, le notching
médecine papillaire, l'hémorragie du disque, les altérations de la couche des fibres optiques. Et cette percée qui a été utilisée pu être réalisée par Ting a permis à d'autres auteurs de développer de nouveaux moyens pour étudier la structure. Et là, on sait qu'avec l'avènement surtout du sweep source OCT, on a pu améliorer de façon considérable la possibilité de détecter un glaucome et de détecter une progression. Ceci a été également démontré par l'équipe de Wayne Raby et finalement, on a donc pu développer de façon très importante l'OCT sweep source pour analyser la structure du pôle postérieur. Autre possibilité que offre l'intelligence artificielle, c'est de combiner la fonction et la structure, combiner le champ visuel et la structure. C'est une idée qui a été déjà développée en 2008 et qui a encore été étudiée et qui est également très utilisée actuellement pour essayer donc de déterminer la présence ou non d'un glaucome et surtout la notion donc de progression d'un glaucome. La même chose, l'intelligence artificielle a été utilisée pour étudier l'angle iridocornéen et on sait qu'il y a différents programmes qui ont été développés en se basant sur l'OCT donc du segment antérieur et les conclusions sont fort intéressantes parce que ces logiciels permettent d'étudier de façon très précise l'angle iridocornéen avec une reproductibilité, une spécificité très très importante et des résultats qui sont très encourageants avec une capacité de détection donc des angles iridocornéens donc qui peuvent être suspects ou fermés. Voici quelques images qui ont été utilisées dans ces études. Alors, en dehors du glaucome et de la rétinopathie diabétique, l'intelligence artificielle est utilisée dans d'autres domaines de l'ophtalmologie, en particulier dans la dégénérescence maculaire, dans la rétinopathie des prématurés, mais également dans les pathologies du segment antérieur, dans la chirurgie réfractive, dans les pathologies de cornée, la détection d'un kératocone et dans les dystrophies de Fuchs. Vous avez par exemple dans le kératocone un rôle crucial de l'intelligence artificielle dans le kératocone et les ectasies cornéennes. Les champs d'application concernent le dépistage, le diagnostic et la prise en charge. L'utilisation de l'intelligence artificielle couplée au topographe, au tomographe pour être utile dans le dépistage des formes frustes et la détection d'une progression. Dans la dystrophie de Fuchs, c'est une aide précieuse au diagnostic et à la stadification de l'affection et sa progression. Et dans la cataracte, une aide au diagnostic, une aide à la biométrie et ça permet même d'améliorer sa propre biométrie personnelle grâce donc aux données post-opératoires qu'on veut recueillir sur nos patients pour améliorer notre chirurgie et nos résultats chirurgicaux. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va se heurter à des problèmes? Certainement oui, parce que par le patient, est-ce qu'on va accepter toujours ce rapport avec les machines par opposition au rapport avec l'être humain qui doit rester, qui doit être toujours là pour surveiller ces machines-là. Pour le médecin, il ne faudra pas prendre cette intelligence artificielle comme un concurrent parce qu'il va dépasser les capacités humaines. On sait que, par exemple, en 2018, l'algorithme Babylone a pu dépasser l'être humain dans l'examen de certification pour l'exercice de médecine, mais s'il faudrait prendre ça comme une source, donc une opportunité pour mieux améliorer notre offre de soins et donc au lieu de la prendre comme une source de frustration et de stress pour l'avenir du métier. Pour l'industrie et les décideurs, c'est très important parce que ça permettrait de dépister beaucoup plus de patients, donc ça permettrait de prévenir, d'avoir plus d'aveugles et d'avoir plus d'handicaps visuels dans la société. En conclusion, l'intelligence artificielle joue un rôle très important dans notre pratique quotidienne. Il aura certainement beaucoup plus d'intérêt dans les années proches. Il sera d'un grand secours pour améliorer la qualité de notre prise en charge en termes de diagnostic précoce du glaucome et de sa progression. Quand on va la coupler à la télémédecine, il permettra de généraliser une offre de soins de qualité à toute la population. Et je vous remercie.